Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de la Peugeot dans Blade Runner 2049. Quand le film est sorti en 2017, ça avait fait pas mal de bruit parce que Peugeot disait n'y être pour rien. Du coup, première question, si Peugeot y est pour rien, pourquoi il y a une Peugeot dans Blade Runner? Deuxième question, si Peugeot y est pour rien, pourquoi c'est Hollywood qui porte plainte contre Peugeot et pas l'inverse? Parce qu'effectivement une plainte a été déposée en 2019. Et dernière question, et pas des moindres, pourquoi faut-il absolument utiliser le sponsor de cette vidéo Car Vertical avant d'acheter une voiture d'occasion? Ouais, vous l'avez pas vu venir celle-là, hein. Ceux qui regardent mes vidéos régulièrement connaissent déjà le principe, mais Car Vertical, ça vous permet à partir d'une plaque d'immatriculation ou du numéro de châssis de savoir l'historique d'un véhicule, savoir si le véhicule a été volé, s'il y a eu du trafic avec le kilométrage, si jamais la voiture a été accidentée. Et plus récemment, j'ai découvert même une nouvelle utilisation. Quelqu'un m'a contacté en me disant « Écoute, j'ai fait un Car Vertical sur ma BMW, elle n'a pas été volée, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas de trafic de kilométrage. » Mais par contre, dans la liste des options, je me rends compte que ma voiture est radicalement différente. En effet, dans sa liste, il y avait un toit ouvrant qu'il n'avait pas, il y avait une couleur qu'il n'avait pas, il y avait l'intérieur qu'il n'avait pas. Bref, il y avait un véritable souci à ce niveau-là. On y a réfléchi un petit peu et on s'est rendu compte qu'en fait, le numéro de châssis de sa voiture avait été échangé avec une autre voiture. Donc ça, Istovec ne vous le dit pas. Sur la carte grise à la préfecture, ça ne ressort pas. Pourtant, votre voiture et votre numéro de châssis ne correspondent pas, ce qui peut poser pas mal de problèmes. On ne connaît pas du tout l'historique de cette voiture. Si ça se trouve, elle a été accidentée et simplement le VIN a été remplacé, ou pire, elle a été volée à un moment et le VIN a été remplacé. Ça, on ne le saura sûrement jamais. Donc, si vous aussi, vous voulez connaître l'historique de votre voiture ou une voiture que vous comptez acheter, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description, ça vous fera une réduction. En 2017 sortait le film Blade Runner 2049, film de science-fiction qui est la suite du film Blade Runner des années 80. C'est un film que j'ai personnellement beaucoup aimé, mais qui n'a pas réussi à convaincre le grand public. Peut-être que la franchise Blade Runner était trop ancienne, ou peut-être que le film était simplement trop long, 2h44 tout de même, et il n'a pas su rencontrer son public. Les coûts de production se sont officiellement élevés à 150 millions de dollars, à quoi il faut ajouter environ 300 millions de dollars de dépenses liées aux opérations marketing. Pourtant, le film n'a rapporté que 162 millions au box-office. C'est vraiment la douche froide pour Alcon Entertainment et Sony. Bon, là vous allez me dire, t'es bien gentil, mais que vient faire Peugeot dans toute cette histoire? J'y viens. Quand le premier trailer de Blade Runner 2049 est sorti, on a tous été assez surpris de remarquer que le spinner de K, donc le véhicule de l'agent K, qui est joué par Ryan Gosling, n'est autre qu'une Peugeot. Le logo Peugeot à l'avant et à l'arrière, l'interface Peugeot à l'intérieur, le lion sur le volant, c'est une Peugeot dans Blade Runner. Personnellement, j'ai tout de suite pris ça comme un énorme coup de génie de la part de Peugeot. On est en 2017, ils ont l'ambition de revenir aux États-Unis, donc c'est super bonne idée de s'afficher dans un film hollywoodien. Ce genre de placement produit est assez commun dans les films, mais d'habitude ce sont des marques qui sont déjà très bien placées aux États-Unis qui font cette démarche. Mais là, une marque qui est plus présente depuis 91 qui tente le coup, c'était assez inédit et je trouvais ça assez couillu. Pourtant, il n'y a aucune mention de cette collaboration de la part de Peugeot. Pire, lorsqu'on leur demande, ils disent n'y être pour rien. Mais pourquoi diable Alcon Entertainment se serait embrouillé l'esprit à mettre une Peugeot dans le film s'il n'y avait pas de placement produit derrière? Je veux dire, ils l'ont pas fait pour le fun. Et pourtant, ça semble assez évident pour certains. En effet, le film se passe dans un Los Angeles alternatif dont l'univers a été créé dans les années 60. On pourrait très bien imaginer que dans cet univers, la marque Peugeot n'a jamais quitté les USA, ce qui aiderait à raconter que ce futur alternatif prend sa source bien avant la période que nous vivons actuellement. Bon, c'est complètement tiré par les cheveux et il y a des façons beaucoup plus évidentes de faire comprendre ça aux spectateurs, mais soit, il y a parfois des détails très recherchés dans les films, alors pourquoi pas? Mais suite à un deuxième visionnage, cette théorie ne tient plus du tout. En effet, je ne l'avais pas repéré la première fois, mais si on regarde bien, il y a un gros logo Peugeot qui apparaît sur un immeuble, et l'interface dans le spinner est très clairement siglée Peugeot. Alors, je veux bien qu'il soit intéressant d'utiliser Peugeot pour l'histoire, mais de là à mettre un énorme logo holographique sur un bâtiment, ça va quand même un peu loin. Et pourtant, Peugeot reste affreusement silencieux sur le sujet.
Finalement, l'histoire se tasse un peu, et suite aux résultats médiocres du film, tout le monde oubliait un petit peu qu'il y avait une Peugeot dans ce film. Jusqu'à environ un peu plus d'un an après la sortie du film, début 2019, lorsque Alcon Entertainment porte plainte contre Peugeot. Et là, d'un coup, on y voit un petit peu plus clair sur comment cette Peugeot s'est retrouvée dans ce film, et on comprend aussi un petit peu mieux comment se font les négociations pour les placements produits des marques automobiles dans les films hollywoodiens. Car il y a bel et bien eu discussion entre les deux entreprises. Début 2016, Alcon cherchait alors un partenaire pour financer une partie du film, mais surtout pour financer une grosse campagne de publicité autour du film. Une aubaine pour Peugeot qui cherche à revenir aux USA, mais aussi et surtout afin de mieux se faire connaître en Chine. En effet, les films hollywoodiens ont un énorme succès en Chine et il est intéressant de faire un placement produit dans les films américains pour toucher le marché chinois. Ok, donc il y a eu des discussions avec possiblement un deal. Mais quels étaient les termes de ce fameux deal? Alors, d'habitude, tout est tenu secret, on n'a accès à rien, parce que forcément les deux parties signent des NDA, qui sont en gros des contrats de confidentialité qui interdisent chacune des parties de dévoiler les informations du deal. Cela dit, quand une plainte est déposée, il y a forcément un minimum d'informations qui doivent être rendues publiques. Et je suis tombé sur les déclarations de Alcon. C'est un document de 132 pages qui explique assez précisément ce qu'il reproche à Peugeot. Alors attention, les déclarations qui vont suivre sont donc tirées de ce document, ce qui est une vision très ciblée de Alcon et on n'a pas du tout l'avis de Peugeot sur les choses. Donc c'est forcément un petit peu biaisé et un petit peu subjectif. D'un côté, nous avons les obligations du studio, donc le film devait représenter la marque Peugeot dans au moins 3 scènes de 4 secondes chacune, dont une qui représente le logo Peugeot en publicité holographique. Le but étant que le spinner Peugeot devienne un véritable compagnon intelligent de l'agent K. En gros, le véhicule devait devenir un personnage à part entière de l'œuvre, et il était également interdit d'associer l'agent K à une autre marque automobile. Du côté de Peugeot, ils devaient virer 500 000 $ à la production directement après la sortie du film, puis dépenser de leur côté 30 millions de $ en matériel marketing afin de servir à la publicité du film. C'est un truc qui se fait assez souvent. En fait, dans un film, ce qui coûte cher, c'est pas le film, c'est la publicité. Comme on l'a vu en début de vidéo, le marketing de Blade Runner a coûté environ 2 fois plus que le prix du film. Donc pouvoir avoir l'aide de partenaires pour faire la promo du film, ça peut être super intéressant. Surtout quand ce partenaire peut faire sa pub en même temps. On imagine très bien des publicités pour Peugeot, mais incluant le spinner et Ryan Gosling. Ça aurait pu avoir vraiment de la gueule. De ce que l'on peut voir dans le film, Alcon semble avoir respecté sa partie du contrat. On a effectivement le spinner siglé Peugeot, on a effectivement la publicité holographique au nom de Peugeot. Bon, ils l'ont pas fait avec beaucoup d'enthousiasme, il faut vraiment faire vachement attention pour remarquer que c'est du Peugeot, mais techniquement, c'est respecté, les logos sont là. Il est également décrit qu'un designer de chez Peugeot avait été commissionné pour intégrer quelques éléments distinctifs sur le spinner. Ça devait être sacrément discret parce que franchement je ne reconnais rien de très Peugeot là-dedans. Peut-être éventuellement les feux arrière divisés en 3 griffes qui rappellent Peugeot, mais c'est tout. De toute façon, le spinner est une réinterprétation de celui du premier film des années 80, donc il ne pouvait pas faire n'importe quoi non plus. Il est également décrit que dans les publicités que Peugeot allait faire avec le spinner et Ryan Gosling, on allait en apprendre plus sur comment l'agent K s'est retrouvé dans une Peugeot. Honnêtement, je suis vraiment dégoûté que ces publicités n'aient jamais eu lieu. J'aurais vraiment aimé voir quelle était l'histoire derrière tout ça. Bon, du coup, pourquoi ça ne s'est pas fait et à quel moment ce deal est tombé à l'eau ? Le souci, c'est que tout cela a été négocié et renégocié et renégocié de début 2016 jusqu'à début 2017 sans que rien d'officiel ne soit signé. C'est-à-dire que Alcon, comme Peugeot, se sont beaucoup investis, chacun de leur côté, mais sans jamais tomber d'accord sur les termes, et donc sans jamais signer de contrat définitif. Peugeot ayant donné un accord de principe, Alcon était persuadé qu'un deal allait finir par être trouvé. Ils ont donc logiquement intégré les logos Peugeot sur leur maquette de façon irréversible. Il faut bien comprendre comment se sont passés le début des négociations. À la base, c'est Peugeot qui a proposé les 500 000 pour le placement et les 30 millions en marketing. En fait, un deal comme ça se négocie un peu comme aux enchères.
Il y a différentes marques automobiles qui font des propositions, et ceux qui proposent le plus sont retenus, en l'occurrence Peugeot. Du coup, en quelque sorte, ça t'engage à suivre tes engagements. Tu peux pas finalement te retirer du projet alors que tu as proposé un maximum d'argent pour éliminer les autres marques qui étaient en lice. Sauf que voilà, à quelques mois de la sortie du film, Peugeot, n'ayant encore rien signé, décide de tenter de revoir toute la partie marketing drastiquement à la baisse. En mai 2017, soit 6 mois avant la sortie du film, Peugeot envoie un mail à Alcon indiquant qu'il se réserve le droit de poursuivre ou non le placement produit et que quoi qu'il arrive, on ne tomberait pas d'accord sur un minimum d'argent à dépenser pour le marketing. Alcon se retrouve au pied du mur, le film est tourné avec les logos Peugeot, aucun retour en arrière n'est faisable, il n'est évidemment pas possible de faire entrer une nouvelle marque automobile dans le deal. Pire, il n'est même plus vraiment possible d'effacer les logos Peugeot sur les différentes scènes du film. Peugeot est dans une énorme position de force pour négocier. De toute façon, les images de placement produit qui sont montrées à Peugeot ne conviennent pas. Peugeot refuse tout en bloc en août 2017, soit à peine 2 mois avant la sortie du film. Bon, encore une fois, toute cette histoire n'est tirée que des dires de Alcon Entertainment, donc on ne sait pas si ça s'est passé exactement comme ça. Quoi qu'il en soit, le comportement extrêmement limite de Peugeot qui est décrit dans ces pages, moi ça me surprend pas vraiment. J'ai envie de dire que c'est du business. Quelque part, Peugeot avait une position de force puisque rien n'était signé. C'était un petit peu la faute de Alcon de n'avoir engagé Peugeot sur rien. Ils auraient dû leur faire signer des contrats dès le départ. Sauf que Alcon considère que tout ceci s'est passé sous la juridiction californienne. Et dans la loi californienne, il est en gros indiqué que donner sa parole est suffisamment contraignant et qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un contrat. Maintenant, toute la difficulté pour Alcon, c'est de réussir à prouver que Peugeot a bien donné sa parole. D'où le dossier de 132 pages qui décrit précisément comment s'est passé les négociations. Ce dossier indique également les pertes supposées que tout cela a engagées pour le film. Il est estimé un manque à gagner de 80 millions de dollars au box-office. Cela dit, Alcon semble réclamer que, entre guillemets, 30,5 millions de dollars plus les intérêts. En gros, ce que Peugeot devait de toute façon dépenser à la base s'ils avaient respecté les termes de l'accord. Ce dossier de 132 pages, je l'ai personnellement trouvé particulièrement indigeste. Il est vraiment chiant à lire, avec pas mal de répétitions, avec des parties qui sont beaucoup trop détaillées et d'autres qui sont beaucoup trop approximatives, mais il est vrai que, personnellement, je trouvais cela normal. C'est un petit peu du langage de justice, du langage d'avocat, et je pense que c'est de façon à ce que le juge n'ait aucune interprétation à faire. Et pourtant je me suis trompé, car le juge a trouvé ça également particulièrement indigeste et il a refusé la plainte en mars 2020 justement pour cette raison. Il a été indiqué, je cite, qu'il y avait beaucoup trop de divagation dans ce texte et qu'il manquait une partie claire, nette et concise de ce qui était clairement reproché à Peugeot. Évidemment, vous vous en doutez bien, depuis une nouvelle plainte un peu plus claire a été posée par Alcon et elle est toujours en cours à ce jour. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que Peugeot a préféré ne pas communiquer sur ce sujet. Maintenant, on sait pourquoi il y avait une Peugeot dans Blade Runner 2049. Alors, ça n'a pas parlé beaucoup automobile dans cette vidéo, mais personnellement, j'ai trouvé ça super intéressant de parler des dessous des placements produits automobiles dans les films hollywoodiens. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye!